Hello, bienvenue dans ce deuxième numéro où je relis l'ensemble du run de Nick Spencer sur Spider-Man et je fais des petites analyses pour voir si ce run est aussi mauvais qu'on le dit. En tout cas, qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qui s'est passé. Lecture à froid après l'apparition et on commence tout de suite avec les épisodes qui marquent en deux. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que suite au premier arc Back to Basis, on a deux petits arcs avec Drôle de soirée ou Trivial Pursuit. Trivial Pursuit. Voilà. Donc toujours scénarisé par Nick Spencer, avec cette fois Humberto Ramos au dessin et également Lieber, il me semble. Alors les crédits sont pas très bien faits côté Panini, mais voilà. Alors on retrouve, hop, donc ce sont les épisodes 6 et 7. Voilà, donc on retrouve le style de Ramos sur Spider-Man que j'apprécie assez. Voilà. Donc là on trouve le vautour qui est capturé parce qu'on a effectivement un subplot. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas de subplot, mais voilà, on a un subplot. Le vautour est capturé par le maître de corvée et la fourmi noire. Pourquoi? Comment? On n'en sait rien. À suivre. Et après, on passe sur Spider-Man, qui est à nouveau en couple avec Mary Jane, et qui est observé par Fred, alias le boomerang. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a un petit récap de pourquoi le boomerang, etc. Donc, Nick Spencer, qui a fait l'event Secret Empire, raconte qu'effectivement, il s'était rangé, etc., qu'il a été gracié, blablabla, et qu'en plus, les événements qui sont passés dans le Free Comic Book Day ont été remis en cause parce que le maire, Wilson Fisk, dit que finalement, il n'y avait rien. Voilà. C'est quand même assez bizarre. Voilà. Et après, on a une scène d'ambiance entre les Sinister Six, version Superior Foes of Spider-Man, toujours écrit par Nick Spencer, qui est une très bonne série humoristique avec des losers magnifiques. Voilà, donc on suit cette équipe dirigée par Boomerang qui va avoir des aventures assez marrantes et rancobolesques. Voilà. Et donc on les suit, et donc voilà, on a une petite scène de poker, etc. On ne voit pas trop où tout ceci va en venir. Et après, on a Randy qui dit ouais, alors, il faut lui donner sa chance. Donc voilà. Et ils discutent un petit peu, et Boomerang, qui est donc en tenue, va dans un bar, le bar sans nom, le bar des super vilains, et il amène Peter parce que Peter connaît très bien Spider-Man. On ne sait pas trop également pourquoi il l'amène là-bas, mais il se trouve qu'il y a de programmer. Alors c'est assez intéressant parce que là on peut voir un certain nombre de choses. C'est qu'on peut voir des anciens ennemis de Spider-Man qui avaient un peu disparu, comme le Scorcher, qui apparaît dans Untold Tales of Spider-Man. Et oui, comme quoi ce run n'a pas complètement servi à rien, contrairement à ce que il y a pu y avoir écrit dans l'édito de l'intégrale. Merci Panini. Donc la nouvelle Electro, ou Electra, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, qui était également dans le Free Comic Book Day, pour lequel Boomerang les avait un peu plantés. Et donc il y a un quiz organisé par The Answer, la réponse, et le cerveau vivant. Et donc, tout le monde peut répondre aux questions qui concernent Spider-Man. Et Peter, voyant l'absence de bonne réponse, décide de répondre et de se prendre au jeu de ce Trivial Pursuit sur Spider-Man. Donc on a droit à quelques références, si vous les avez. Voilà, c'est assez intéressant si on peut retrouver le comment, etc. Et de l'autre côté, le Boomerang, lui, va recevoir un appel de Fisk qui lui dit voilà, on t'a laissé partir, mais pour quelque chose, il dit si vous me rappelez, c'est que vous êtes désespéré, etc. Voilà, quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire avec Wilson Fisk, parce que celui-ci va au contraire mettre la tête de Boomerang, une prime sur la tête de Boomerang, forcément. Et donc, par son nom, tout le monde a son petit téléphone et tout le monde va le voir. D'ailleurs, on peut remarquer là, c'est Manotaur avec je crois que c'est Crossbone ou les jumeaux. Enfin, c'est les jumeaux, ça. C'est les jumeaux, Bunny. Enfin, il y a le Spot. Enfin, bref, c'est assez marrant de voir tous ces seconds couteaux. Et forcément, le kangourou, une espèce de kangourou. Enfin,
ça se passe mal, quoi. Comme tout le monde veut le tuer parce que Fisk a mis une grosse prime sur la tête de Boomerang, le bar sans nom devient une scène, une scène de bagarre. Voilà. Et donc, alors toujours, c'est vraiment pas mal, parce qu'en fait, Ramos, dans les scènes de flashback, change son style, en tout cas change, il ne doit pas être ancré de la même manière, et au niveau de la colo, c'est différent aussi, et du coup, on voit bien, on distingue bien le flashback du reste, ce qui donne des scènes assez intéressantes. Et donc, vous imaginez ce qui se passe, hein. Forcément, ça va être la grosse bagarre entre tout le monde. Voilà. Peter et le Boomerang réussissent quand même à s'enfuir. Et là, on a une deuxième scène sur le retour sur cette partie de poker où on découvre qu'en fait, le Boomerang a demandé au bricoleur de construire des androïdes sur ses anciens équipiers parce qu'en fait, il est tout seul. Donc ici, Nick Spencer essaye à la fois de rapprocher Peter et Boomerang et surtout lui donner un côté pathos, pathétique, vraiment du loser qui a tout perdu, qui n'a pas d'amis. Voilà. Sachant que dans sa première apparition chez Hulk, c'était quand même un gros tueur et que dans la dernière intégrale Spider-Man en 88, c'est pas non plus un gentil. Donc comme quoi, les gentils, les vilains, c'est un peu à géométrie variable. Et là, on a clairement compris que Nick Spencer veut faire passer le Boomerang pour un anti-héros. Une espèce de vilain qui peut être un peu gentil. Voilà. Donc, ça donne des choses qui sont intéressantes parce que effectivement, Peter lui laisse sa chance. Parce que qui serait-il de ne pas laisser une seconde chance au Boomerang? Donc il laisse une seconde chance au Boomerang. Ce qui va fortement ennuyer Wilson Fisk, parce que celui-ci s'est donc échappé, et on a le retour de l'âme sœur de Ken Red, qui apparemment connaît Wilson Fisk, et qui lui dit de faire ce qu'il lui demande. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Alors déjà, cet arc en deux est compris entièrement dans ce soft cover, donc le soft cover numéro 4. Quelle année, vous me direz? Je n'en sais rien, je ne m'en souviens plus. Voilà. Et donc, il est dans ce soft cover. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce sont deux épisodes assez sympathiques qui mettent en exergue quelques subplots qui vont être développés par la suite. Effectivement, l'enlèvement du vautour, ce que recherche Fisk vis-à-vis du Boomerang, cette intrigue avec l'âme sœur qui dit bien à Fisk qu'il peut faire tout ce qu'il veut au Boomerang, mais pas à son colocataire, pour des raisons qui le regardent. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Néanmoins, c'est assez... on a encore du mal, donc là c'est les épisodes 6 et 7, on a encore du mal à voir exactement où Nick Spencer veut diriger son vote. Ça reste quand même assez flou. Voilà, ça fait un peu transition, 2 épisodes de transition, sachant qu'on n'a plus Ryan Otley, qui effectivement, après le premier arc, devait faire peut-être le 3e, je ne sais plus exactement, on verra ça la prochaine fois. Mais on retrouve Ramos. Bon, Ramos qui est un habitué du tisseur, qui l'a dessiné de nombreuses fois, mais voilà, il y a un petit peu, je dis pas qu'il y a tromperie sur la marchandise, parce que Ramos est un très bon dessinateur, mais je m'attendais à avoir Ryan Otley et Nick Spencer sur quelque chose de plus long dès le début, et pas qu'au bout du premier arc, qu'on change de dessinateur. C'est un peu frustrant. Ça montre aussi les difficultés de l'industrie à avoir des dessinateurs qui puissent assurer une continuité au-delà de 5-6 épisodes. Très difficile. Au final, il y a bien que Immortal Hulk qui aura eu une continuité graphique aussi importante pendant 50 numéros. Au final, les autres séries, c'est difficile, très difficile d'avoir une continuité graphique. On se souvient du premier arc des Avengers, où Ed McGuinness avait laissé le crayon à Paco Medina pendant quelques numéros. Voilà. Donc, j'étais parti sur cette promesse, où je me suis peut-être leurré par rapport à cette promesse, mais voilà. Donc, 2 petits épisodes sympathiques, mais qui vont pas casser 3 pattes à un canard, qui mettent des choses en place, mais voilà. On passe maintenant à la suite, avec les 3 épisodes qui forment aussi un petit arc, sur Au voleur, c'est le titre du
je sais, Woody Haste, peut-être que ça veut dire ça. Donc là aussi, on retrouve Nick Spencer au scénario et Humberto Ramos au dessin. Voilà. Donc on a l'épisode 8 et les épisodes 9-10 dans ce soft. Voilà. Donc 2 softs pour 3 épisodes. Et qui forment le 3e petit arc. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre finalement une organisation secrète, la Guilde des voleurs, qui va voler tout ce qu'il y a à voler chez les super-héros. Je vous fais un très bref résumé parce que finalement, là aussi, comme l'arc précédent, le petit arc précédent, il n'y a pas grand-chose en termes de scénario. Ce qui est assez plaisant, c'est qu'on retrouve Mary Jane croquée par Ramos, qui est absolument sublime, et on voit aussi de manière un peu plus claire la relation entre Mary Jane et Peter, qui sont donc à nouveau ensemble. Et Mary Jane, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça reprend les informations du run de Bendis sur Iron Man, où Mary Jane était la directrice de Stark Industries. Et oui, assez incroyable. Bendis en a fait la directrice. D'ailleurs, elle va avoir un petit appel avec Stark, parce que c'est Stark qui appelle Peter, et il voit Mary Jane. Enfin, ils ont oublié, effectivement, alors pourtant que ça avait été remis dans le run de Dan Slott, qu'ils avaient vécu ensemble, etc. Enfin bref, dans la tour Stark, la tour des Avengers. Et comme Slott le disait à l'époque, Tony, il fait Erase quand ça lui chante, et donc du coup, elle avait sûrement zappé cette partie que Mary Jane et Spider-Man se connaissaient. Voilà, bon, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, on retrouve plusieurs héros, dont soit les armures, soit le bouclier ont été volés par cette fameuse guilde. Même Thor qui perd son marteau. C'est un petit peu n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave. Ça montre aussi un petit peu d'humour. Voilà. Et la voiture, enfin, des objets qui paraissent quand même assez impossibles volés comme ça, mais bon, qui sont volés. Et Peter va enquêter, puisqu'on lui a demandé d'enquêter, et il va tomber sur la chatte noire. Qu'il saute, parce que du coup, on lui a volé ses lance-toiles. Comment? J'en sais rien, mais pour l'histoire, ils ont été volés. Et lui met une grosse mandale pour commencer. Voilà. Alors pourquoi? Parce que les relations entre Felicia et Peter s'étaient quand même vraiment arrangées. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Elles avaient été vraiment mises à mal dans Superior Spider-Man où Doc Ock ou Spock, on va dire Spock, le supérieur Spider-Man, elle l'avait mise en prison. Elle était devenue une criminelle avec une organisation avec Hammerhead en homme de main. Et puis après, il y avait eu l'event Venom Incorporated, où il s'était un petit peu rabiboché et ça allait un peu mieux quand même. Et puis on l'avait vu au début du run de Spencer, avec l'invasion extraterrestre, voilà, leur relation avait l'air d'être un petit peu plus au beau fixe que ça avait pu être. Et donc, là aussi, il y a un petit résumé pour dire, c'est toujours dans ce même style graphique, c'est plutôt bien fait, qui remet un petit peu en place qui est Felicia Hardy, qui est la chatte noire, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, on apprend que, suite aux actions du premier arc, où Peter avait été dupliqué avec une partie Spider-Man et une partie Peter, il s'est sûrement passé des choses avec Felicia, mais il ne sait pas quoi, parce que quand ils ont refusionné, il n'a pas eu les souvenirs de ce que son double avait pu faire. Donc, il soupçonne qu'il y a ça. Donc là, il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bref, il lui dit voilà, un accélérateur de génome isotopique m'a séparé. Il dit c'est bon, tais-toi, ça suffit. Voilà. Donc, bon. On a aussi le retour d'un autre personnage, Carly Cooper, qui était partie, donc l'ancienne petite amie de Peter, qui était partie suite à la Nation Bouffon, où elle avait été intoxiquée par un gaz super bouffon, etc. Et donc elle était partie parce que être à côté de Peter, et elle avait deviné que Peter était Spider-Man et que ça la mettait en danger, et donc elle avait décidé de partir, de rompre leur relation et de partir. Et donc elle revient à New York et elle explique à Mary Jane qu'elle fait partie d'un groupe
un petit peu comme les alcooliques anonymes, deux personnes qui ont dans leur entourage un super-héros et pour lequel ça ne se passe pas bien, et donc ça lui permet d'en parler. On en apprend un peu plus aussi sur la guilde des voleurs, quelque chose qui peut-être existait, mais voilà. Et donc Spider-Man et la Chatte Noire vont y entrer pour récupérer tous les objets. Et de l'autre côté, on a Mary Jane qui va donc à cette fameuse réunion, donc réunion qui est chapeautée par Jarvis. Jarvis qui, suite aux événements dans Avenger No Surrender, il me semble, avait été blessé et il explique qu'il, suite à ça, il a décidé de monter ces types de réunions pour les personnes qui côtoient des super-héros. Et grâce à des drones, les visages sont floutés. Alors là, j'avoue, ils sont tellement bien floutés que c'est difficile de savoir qui est qui. Néanmoins, avec le texte, on peut... Voilà, on a par exemple le premier personnage qui dit c'est mon ami et quand je le vois avec les blessures, les traces de coups, je me sens puissant. Il s'agit de Foggy Nelson. Celui-là, je l'ai retrouvé. Les autres, j'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal. On a aussi Gank, effectivement, l'ami de Miles. Mais les autres, j'ai tellement de mal à trouver qui c'est. Si vous avez la réponse, je serais curieux parce que en lisant le texte, j'ai pas trouvé qui c'était. Je me suis pas renseigné non plus. Voilà, donc Mary Jane explique un peu tout ça. Peter, de son côté, avec Felicia, retrouve les objets. Il va y avoir un peu de bagarre. Mary Jane explique ses propres traumatismes par rapport à Venom, par rapport à la relation compliquée qu'elle a avec Peter et Spider-Man. Ce qu'elle a fait aussi avec Iron Man. Donc, il y a vraiment une grande part où la continuité joue un rôle et pour lequel tout est bien référencé. Et donc, au final, on a quand même vraiment un truc... on a droit aux deux plus grands génies de la Terre qui essayent de retrouver leurs objets et qui sont sauvés par Miss Marvel qui a mis un traceur GPS sur son portable. Voilà, d'ailleurs, ils se font un peu un facepalm, les deux, ce que je peux comprendre, parce que du coup, alors je ne comprends pas la volonté de Spencer de ridiculiser ces deux personnages, je sais pas. Bon, après, ils arrivent, voilà, ils récupèrent tout. La guilde a gagné aussi, parce que du coup, maintenant, tous les petits vilains sont à nouveau dans le coup en versant leur taxe à chaque fois qu'ils volent, 5%. Et on a une discussion entre Felicia et Spider-Man où elle dit qu'effectivement elle ne sait plus qui c'est. Et effectivement, on le sait, suite aux différents événements qu'il y a pu avoir, l'identité de Spider-Man avait été effacée, elle avait été remise en cause avec Spider Island quand il avait dit à tout le monde, tous les New-Yorkais de se battre parce que du coup ça avait fait résonance avec ce qui s'était passé, et du coup le sort qu'avait lancé Strange d'effacer la mémoire avait été fragilisé. Et Peter va révéler sa véritable identité à Felicia une nouvelle fois. Voilà. On peut dire qu'il lui fait effectivement confiance. Et on retrouve à la fin Kane Red qui fait une petite apparition. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 3 épisodes ? Ils sont pas désagréables. Comme les 2 épisodes précédents, ça se lit plutôt bien. Là aussi, Nick Spencer va essayer d'amener d'autres choses, de creuser un peu, finalement, le reste de l'univers vis-à-vis de Spider-Man. Alors, on voit que à la fois Spider-Man, Peter et Mary Jane ne sont pas trop pressés de reprendre un travail, et Nick Spencer reprend aussi toute la continuité vis-à-vis de Mary Jane, vis-à-vis de tout ça. La réunion alors je sais pas comment exprimer ça, mais effectivement des amis de héros anonymes est plutôt intéressante, mais je crois que c'est tombé tout de suite après. En tout cas, ça a permis à Mary Jane d'exprimer et au lecteur de comprendre ce qu'elle ressent vis-à-vis de sa relation avec Peter, et le fait qu'il soit Spider-Man, les différentes craintes, etc. Ça, c'est plutôt un bon point. Le point avec Felicia permet aussi de remettre ce personnage dans la boucle en rétablissant la relation qu'elle avait avec Spider-Man et Peter. Donc,
sur cette partie-là, c'est quand même pas mal. La guilde des voleurs, c'est au final quelque chose d'assez anecdotique qui va pas servir à grand chose. Les autres super-héros qui apparaissent, comme vous avez pu le voir, sont, en tout cas pour Tony Stark et Red Richards, sont ridiculisés, et le reste ne sert pas à grand chose. Et on a à la fin ce Ken Red, cet âme sœur qui dit ne mets pas plus de monde, finalement, en recréant des relations, tu vas entraîner d'autres personnes dans ta chute. Alors, on ne sait pas quelle chute, on ne sait pas ce qui va en découler, mais voilà. En tout cas, ces deux petits arcs, donc, qui sont sur 5 épisodes, permettent de rétablir un petit peu les relations, mais si ça reste intéressant vis-à-vis du personnage et de son cast, on n'est quand même pas sur des choses qui sont, en termes d'action et de continuité, hyper fortes. Ça aurait pu être sûrement plus condensé, néanmoins, ça reste lisible et agréable. Ça reste du Spider-Man assez classique de l'épisode de transition. Par contre, 5 épisodes de transition, je trouve ça un peu long. C'est pour ça que j'aurais pensé à un petit peu réduire un arc de 3, voire de 4, avec ces 2 histoires cumulées, aurait pu être intéressant. Voilà. Au final, j'ai l'impression que le one-shot, l'épisode unique dans lequel on va raconter une histoire qui permet justement de faire la transition, Nick Spencer n'y arrive pas tellement. Il lui faut plus de matériel pour développer l'ensemble, quitte à ce que ça soit pas forcément hyper dense. Néanmoins, ça reste, comme je vous l'ai dit, lisible. Voilà. Donc, pour le moment, petit bilan au bout de 10 épisodes, je sais pas trop. Le premier avait des choses intéressantes, les premiers arcs avaient des choses intéressantes, ces 2 petits arcs ont des choses intéressantes, mais on se demande toujours où est-ce qu'on va. Là, j'ai envie que ça amène un peu plus d'action, un peu plus de rebondissement, un peu plus de profondeur, qu'on passe. Effectivement, les relations entre personnages sont importantes, mais qu'on aille vraiment un peu plus loin et qu'on voit ce qui arrive. Bon, on va voir sur la suite, sur le 3e arc, à partir de l'épisode 11, ce qui se passe et si Nick Spencer va mettre un petit peu plus de vitesse là, essayer d'en briller la seconde, pour qu'on puisse, maintenant que l'ensemble a été remis un petit peu au bout du jour, entre qui est Spider-Man, ses relations avec Mary Jane, ses relations avec Fred, le Boomerang et ses relations avec Felicia, maintenant qu'on a un petit peu tout ça, j'espère qu'on va aller un peu plus loin et qu'on aura de l'action et qu'on aura des choses à se mettre sous la dent. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter aussi. Je suis assez curieux d'avoir le ressenti d'autres personnes sur ces 2 petits arcs. Comment vous l'avez ressenti ? Est-ce que le changement de dessinateur vous a énervé un petit peu comme moi ou pas ? Voilà. Donc je suis toujours intéressé d'avoir d'autres avis et qu'on puisse un peu partager par rapport à ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis ciao.